Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce premier webinaire éditeur, hein. On avait l'habitude d'en faire, mais avec des partenaires. Il y a eu beaucoup d'intérêt, hein, pour ce webinaire, puisque vous êtes plus de 50 à vous être inscrits. On espère répondre à vos attentes. Et moi-même, donc, je suis Hugues Bourron. J'ai rejoint Need for Viz très récemment et je suis accompagné de l'un des co-fondateurs, Jérôme Maillard, qui prendra la parole, à moins que tu veuilles te présenter tout de suite, Jérôme, mais pour présenter les démos. Juste un petit bonjour et puis je me présenterai un petit peu plus après. Ok, super, merci. Donc, on va vous présenter la solution et ses nombreuses nouveautés qu'il y a eu durant toute l'année. Si je reprends l'agenda, on va vous présenter déjà Need for Viz, qui nous sommes, notre histoire. Et puis très rapidement, hein, parce que c'est l'idée, on ira au travers d'une belle petite démo pour présenter les use cases, tous les nouveaux composants qu'on peut manipuler au sein de la solution. On vous montrera également tout ce qui a évolué ces derniers mois sur la release. Il y a une roadmap qui est très structurée, très construite et beaucoup de mises à jour, notamment avec l'aide de nos fidèles utilisateurs, notre communauté. On évoquera donc la roadmap, les next steps et les events. Et puis, on va se réserver un petit créneau si on a le temps, enfin, c'est pas si on a le temps, mais de 5-10 minutes pour répondre à vos interrogations. Et puis, bien entendu, par la suite, on vous fournira le replay pour pouvoir partager, revisionner cette présentation à l'issue de ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions. Vous avez accès au chat et vous pouvez communiquer directement avec moi-même ou Jérôme pour pour les reprendre dans ces questions-réponses à la fin de ce webinaire. Voilà. Eh bien, écoutez, vous êtes déjà nombreux, donc on va commencer parce que le webinaire est dense. Hop, on va passer à la slide suivante, s'il te plaît, Jérôme, et puis celle d'après. Merci. En quelques mots, Need for Viz, qui nous sommes, donc on a été créé il y a 2 ans maintenant, hein, par 2 anciens consultants de Business Subject, avec une très grosse expérience autour de SAP. En 2 ans, on a déjà plus de 100 000 utilisateurs partout dans le monde, on le verra par la suite, on a un slide dédié. Et puis, bien entendu, on est partenaire de SAP, hein, pour travailler étroitement avec tout ce qui sort aujourd'hui autour de SAP BI, Webi, pour que notre solution puisse se greffer complètement. Et on verra, il y aura plein de nouveautés qui vont arriver d'ici les mois prochains, notamment avec l'éditeur. On les évoquera tout à l'heure. On va passer à la slide suivante. Hop. Voilà. On est parti en fait d'un constat simple autour de SAP BI, Webi. Donc un constat, d'un côté, on a comment dire, un acteur majeur et historique du monde de la data avec une plateforme et des usages qui sont maîtrisés, sécurisés, avec encore aujourd'hui plus de 20 000 clients partout dans le monde, qui est idéal pour faire parler la donnée. Qui est robuste, industrielle, une plateforme qui est bien gouvernée grâce à la couche sémantique apportée par les univers, et qui est excellente également sur la diffusion de contenu statique, planification, publication, etc. etc. Le constat également, on a certaines lacunes. La plateforme, elle est française à la base, hein, depuis 92, BO. Nous aussi, on est français. Et on a un portail qui est peu attractif et fédérateur par rapport à ces nouveaux outils de DataVis qui émergent depuis quelques années maintenant et qui apportent beaucoup d'agilité et de souplesse. On a des visuels statiques qui ne sont pas réellement sexy, qui ne donnent pas vraiment envie, hein, avec une approche essentiellement tabulaire au sein de BO, et une intuitivité, un dynamisme qui n'est pas présent pour faire parler la démo. Et c'est ce qui va manquer un petit peu et ce qui a été apporté par ces outils, entre guillemets, de nouvelle génération. Euh, et puis, on a enfin une offre cartographique qui est très sommaire. Donc, avec ce constat, en fait, on a décidé de créer une extension à BO, donc partir d'un stack, d'un socle existant, pour apporter et enrichir tout cet écosystème BO que vous avez déjà. Donc, c'est une bibliothèque qui comporte une quarantaine de composants, plus d'une quarantaine de composants graphiques, avec une approche très DataVis, moderne, qui apporte de la carto également, et qui permet de gommer, hein, tous les points négatifs de la plateforme historique. Combiné à cela, vous avez vraiment passer d'un outil un peu old school vers un outil comment dire, de la BI à papa vers un BO qui va être orienté vers l'usage, orienté DataVis pour les utilisateurs. Donc un BO couplé avec du Need for Viz. Voilà. Donc au final, Need for Viz, c'est quoi? C'est une solution 4 en 1. On va enrichir cette plateforme déjà existante
avec des composants graphiques. On en a vu, il y en a plus d'une quarantaine et Jérôme va prendre la main pour vous les présenter par la suite. Alors, pas les 40, je vous rassure, on pourra creuser un peu ultérieurement. De la navigation directe, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir éviter de passer dans le paramétrage de la plateforme pour pouvoir aller naviguer sur une plage de dates, etc. On va apporter également de la cartographie et on va donner la possibilité, dans une approche collaborative, d'exporter de façon dynamique des composants ou un ensemble de dashboards au travers d'un export dynamique HTML. Donc, si je reprends ces points un à un, cette approche de Fabi, donc c'est plus de 40 composants exclusifs, donc des bubble charts dynamiques où on va pouvoir faire du drill down dedans, des tiles, des jauges, du Sankey, simple ou double, de l'organigramme également, on va y revenir, de la navigation directe sur le deuxième point, donc in report, c'est-à-dire explorer, faire parler la donnée sans passer directement par le paramétrage de la plateforme, ce qu'on appelle les contrôles d'entrée. Ça peut être de la sélection dans des listes déroulantes, des listes dynamiques, des boutons, des scroll bars également, pouvoir sélectionner et puis forer la donnée. On intègre même du data entry pour pouvoir se projeter et simuler un atterrissage budgétaire, par exemple. Donc, on va pouvoir faire également de la saisie. Et puis, on a des composants graphiques dynamiques. J'entends par là, on va pouvoir faire du drill down directement sur les composants. Sélectionner dans une carto une zone géographique au lasso, par exemple, ou sélectionner, affiner mon parcours par rapport à une plage de date définie. Je vais pouvoir cliquer sur mes composants et pouvoir aller explorer un petit peu plus en profondeur la donnée. Et puis, par la suite, la partager. Pardon. On peut également, au sein d'un trimap, par exemple, swapper d'un axe temporel vers une dimension produit ou une dimension géographique. Donc, on peut réellement jouer avec les cubes, jouer un petit peu avec les dimensions. Voilà. Le troisième point, c'est la cartographie. On peut représenter tout type de données sur des cartes, donc on va enrichir avec de la carto, mais on peut également appliquer des layers supplémentaires. C'est-à-dire, par exemple, dans une approche supply chain, on peut imaginer représenter des flux d'un entrepôt de données, typiquement pouvoir représenter graphiquement l'état des stocks dans une zone géographique ou un entrepôt logistique en supplément et en complément des flux qu'on va pouvoir afficher. Et au final, l'export dynamique HTML, donc c'est une approche hyper collaborative qui permet à l'utilisateur de façon très simple, très intuitive, de partager son information de façon dynamique avec une approche match-up et en dehors de la plateforme, c'est-à-dire intégrer des dashboards, des composants dans un frontal web, dans un intranet pour pouvoir partager de l'information de façon dynamique à des filiales, à des adhérents, des partenaires sur leur périmètre et leur permettre de prolonger une réflexion, de se projeter dans leurs propres données et sans être sur la plateforme. Voilà. Il y a quelques temps, il n'y avait pas le choix, donc on avait besoin d'apporter un petit peu plus de dynamisme, un petit peu plus de data vise et de, on va dire, rendre un peu le visuel plus joli, plus sexy et comment dire, pour les utilisateurs finaux de redonner un nouvel usage à nos métiers. Et certains n'ont pas eu le choix que de décommissionner ou d'ajouter une surcouche avec une nouvelle plateforme. Voilà, qui sont aujourd'hui, on le sait, des projets coûteux en jour homme, qui sont complexes. Il faut récupérer, sécuriser la donnée, gérer les habilitations, et puis ou tout simplement remettre une couche métier pour pouvoir faire en sorte que les métiers se retrouvent dans leur usage. Donc, dans un contexte simple, ça fonctionne très bien. Après, quand on a beaucoup de données, beaucoup d'utilisateurs, ça devient vite compliqué. Voilà, Need for Viz, on vous propose d'enrichir un stack que vous avez déjà et on va repasser sur la slide d'après. On va reprendre un petit peu les points forts de la solution. À partir de ce stack-là, donc le jeu de données, les habilitations, les utilisateurs, vous pouvez mettre en œuvre tous ces sujets. Voilà. Un petit focus au préalable sur l'approche match-up. Et pour ce faire, on va illustrer ça directement au travers de notre site web. Donc, le match-up, c'est l'export dynamique HTML. On va pouvoir exporter tout ou partie de nos dashboards dans du frontal ou dans un intranet. Et typiquement, ce qu'on propose aujourd'hui dans notre catalogue sur notre page web, on utilise cette technologie. Technologie donc, qui permet de partager de l'information, des graphiques, des dashboards, tout en gardant le dynamisme. Et là, on est en technologie, match-up. Ce que nous propose Jérôme. Merci Jérôme. Voilà. On va passer à la slide d'après pour reprendre un petit peu les forces de Need for Viz.
Ah, voilà. Et donc aujourd'hui, on a déjà de nombreux clients et comme je l'évoquais tout à l'heure en intro, on a plus de 100 000 utilisateurs aujourd'hui qui utilisent la solution et ça peut être des petits sujets avec 5 utilisateurs, mais également on a la capacité d'adresser des gros sujets comme la gendarmerie nationale aujourd'hui qui adresse plus de 40 000 utilisateurs et on voit qu'on est présent un petit peu partout dans le monde au jour d'aujourd'hui. Merci. Les forces de Need for Speed, hop, ah, on a zappé une petite slide. Clic. Bon, c'est pas grave, on l'a zappé dans la présentation, c'est pas grave. On a, comment dire, une plateforme 4 en 1, on l'a vu, une database puissante, dynamique, intuitive, et puis une orientation, une solution qui est orientée usage, de la carto, du mapping, du collaboratif avec ces exports dynamiques HTML. On a également un socle SAP Data et qui est user ready. La donnée, elle est certifiée, elle est comprise, la gouvernance, elle est déjà là, la sécurité, elle est déjà en place, les habilitations également, sur une solution éprouvée, stable, pérenne, avec une expertise répandue. Le change management également est très limité. L'adoption, elle est quasiment à 200% lorsque vous mettez en œuvre Need for Speed. D'ailleurs, la solution s'installe en quelques minutes. On a une approche également plug and play. No code, pas de programmation ou de paramétrage. Les éléments Need for Speed sont complètement intégrés à la solution avec une navigation in report. Et au final, vous avez à la fois une approche collaborative, sexy, orientée usage et un temps de mise en œuvre qui est très réduit et un coût de mise en œuvre également qui est très réduit pour les raisons qu'on a évoquées par la suite. Le ROI, il est évident, il n'y a pas de nouvelles machines à mettre en place, de nouvelles licences, de nouvelles plateformes, de nouvelles architectures, il n'y a pas de projet pour récupérer, sécuriser la donnée, il n'y a pas de change management. Au final, on garde ce qu'on a déjà et on va le réutiliser d'une façon très simple et très rapide en fait. Voilà. Et puis ben, Jérôme, je vais te passer la main du coup pour les petites démos live. Voilà. Eh bien, merci Hugues. Donc merci pour toutes ces informations. Je pense que c'était dense. Il y a beaucoup d'infos. Là, on va mettre tout ça en musique. Ça va vous permettre d'appréhender différemment les choses. Donc, je vous propose de passer sur plusieurs démos. Alors, on va commencer par le catalogue. Je vais couper ma vidéo parce que sinon, ça va pas être très agréable. Hop, et nous voici. Donc, le catalogue, pour commencer, on va le parcourir rapidement. L'idée, c'est pas de vous montrer tout ce qu'on a en catalogue, ça serait long et rébarbatif. Vous pouvez y accéder depuis le site web Need for Biz. Vous avez un démo live sur notre site et en cliquant dessus, vous arrivez sur les mêmes pages que moi. Donc, l'idée, c'est de vous montrer ce qu'on a au catalogue. Donc, on a vu des graphiques circulaires. Là, on va voir des graphiques à barres. De vous montrer dans le même temps ce qu'on a pu faire évoluer. Donc, typiquement, dans la dernière version qui est sortie au mois de septembre, on a mis le drill dans le composant Very Wide et aussi dans un composant circulaire. Donc là, vous avez le stack waterfall here. Donc, il existe des waterfalls dans Webby, mais ceux-là sont mis comme tous nos composants et ils permettent d'aller jusqu'à 5 indicateurs cumulés. Donc voilà, avec des possibilités de plier, déplier, etc. C'est vraiment ce qui fait la database dans Webby. Hein. C'est le fait d'amener tous ces composants qui vont être interactifs. Donc ça, c'est le multichart, c'est un best-of hein, avec beaucoup de possibilités. Les graphiques de distribution qui vont être orientés très statistiques. Hein. Typiquement, on les a développés pour plusieurs universités qui avaient besoin de voir cartographier un peu les notes. Ensuite, on va arriver sur les jauges. Donc les jauges, chez Inforvis, on aime beaucoup parce que c'est quelque chose de très visuel et qui va donner une première donnée macro et ensuite on va pouvoir aller justement explorer la donnée pour pouvoir la comprendre. On a tout ce qui est temporel, les séries temporelles, donc avec les timelines hein, qui sont utilisées énormément également parce que ça permet d'aller explorer la donnée dans le temps, ce qui n'est pas possible avec un graphique statique très typiquement. Le Sparkline aussi. Tout ce qui est graphique de Gantt, les graphiques de Gantt, ce sont des graphiques qui ont été énormément, qui ont été vraiment très demandés dans Webby. Et donc ça fait partie des premiers qu'on a intégrés.
Ensuite, on a tout ce qui est tableau. Alors vous allez me dire, vous faites des tableaux alors que Weeby, c'est ce qui fait, c'est ce que disait Hugues tout à l'heure, c'est très tabulaire tout ce qu'on fait dans Weeby. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais nous, on a rajouté un ascenseur. Mais on n'a pas rajouté qu'un ascenseur, on ne s'est pas arrêté à ça, effectivement. Donc l'ascenseur, ça, c'est déjà très pratique parce que ça vous permet de pouvoir faire défiler de la donnée dans un tableau de bord quand on a besoin justement de donner de détails. Et ensuite, on a des tableaux sur lesquels on peut appliquer des filtres, etc. Donc des choses qui vont vous permettre, là encore, d'aller explorer la donnée et de l'explorer vraiment rapidement et en profondeur. Ensuite, un tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique, c'est quelque chose qui est vraiment très utile aussi. Et je vous ferai un petit exemple tout à l'heure qui vous montrera comment ça peut fonctionner. Ensuite, on a les diagrammes de relation avec les Sankey simples et Sankey doubles. Typiquement, le double Sankey, c'est quelque chose qui est très, très apprécié des contrôleurs de gestion qui vont pouvoir mettre au regard le chiffre d'affaires et la marge. Donc, tout de suite, ça parle, vous voyez, vous mettez d'un côté ou de l'autre et vous êtes capable de lire l'information très rapidement. Les trimaps qui vont pouvoir permettre, là encore, d'aller forer dans la donnée tout en changeant d'axe. J'étais sur un axe temporel, je suis passé sur un axe produit, etc. Les tuiles, alors les tuiles de progression, les tuiles de tendance, ce sont quasiment un incontournable dans un tableau de bord parce que ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'informations en très peu de temps. Donc, une information qui est synthétique et qui va être très, très rapide et qui va ensuite pouvoir orienter la lecture. Les Resource Description Framework, donc, qui permettent de mettre en relation les éléments les uns avec les autres. Et la partie interactivité, donc là, on a vu une grosse partie de la data vise sur les 4 thèmes dont parlait tout à l'heure. La partie data vise, la partie interactivité, la partie cheminement de la donnée, avec tous les éléments qui vont nous permettre d'aller appliquer des filtres, etc., pour faciliter la lecture de l'utilisateur et faire de Weeby un véritable outil de dashboard. Voilà. Je vous propose de passer rapidement à la partie maintenant cartographie. On va passer à la cartographie offline, pardon, donc de la cartographie vectorielle, sur laquelle on va être capable de rajouter une première donnée et une deuxième donnée en cliquant qui va afficher un mini chart et permettre de mieux comprendre la donnée. Tous nos graphiques sont cliquables, c'est-à-dire que je peux cliquer ici et je vais masquer un certain nombre de zones, etc. Voilà, donc ça, c'est le même composant, sauf qu'on l'a présenté différemment, notamment avec la carte, mais aussi avec le fait qu'on a posé les graphiques directement sur les pays. Le bubble, qui est toujours le même composant aussi, et là, on a une autre implémentation sur laquelle on va pouvoir poser un indicateur et des points d'intérêt directement sur la carte. Et ensuite, on a les custom maps. Alors, les custom maps, ça va être intéressant parce qu'avec ça, vous êtes capable d'intégrer n'importe quel type de représentation géographique ou n'importe quel type de plan. C'est-à-dire que là, on a représenté le plan du Stade de France. Donc là, on voit, suivant les gradins, le nombre de places. Et là, on peut même aller forer de la donnée, c'est-à-dire que là, je suis sur un gradin et je vais pouvoir aller cliquer sur ce gradin pour afficher tous les sièges et le prix des sièges qui ont été vendus pour un certain match. Voilà. Maintenant, je vous propose de regarder des exemples et des exemples avec plusieurs types de tableaux de bord. Alors là, on va avoir un tableau de bord. C'est un tableau de bord qui a été réalisé par un de nos clients, dont les données ont été anonymisées. Et voilà ce qu'il a fait. Lui, c'est au directeur financier qu'il envoie ce tableau de bord. Et ce tableau de bord, il permet en un clin d'œil finalement de connaître l'état des chiffres. C'est-à-dire que dans mon investissement, je suis bon. Par contre, dans mon fonctionnement, je ne suis pas bon. Donc, dans mon fonctionnement, je vais aller analyser mes données pour voir ce qui s'est passé. Donc, j'ai un taux de réalisation 2021 qui est bien supérieur à celui de 2020, donc 10 points de plus. Et puis là, je vois qu'au mois de juin, j'ai largement glissé. Et je vais pouvoir comprendre ma donnée et la visualiser différemment en masquant certains indicateurs. Je peux regarder, par exemple, mon réalisé 2021 comparé à mon réalisé 2020. Donc là, je vois qu'au mois de février, j'étais pas mal. Et puis, tout a glissé en avril. En mai, j'ai rétabli un peu la barre, mais en juin, ça a dérapé à nouveau. Voilà, donc vraiment quelque chose qui est interactif et qui permet de lire la donnée
très facilement. Ensuite, donc ça, c'est toujours un tableau de bord d'un client qu'on a retravaillé un peu pour lui donner une lecture un peu améliorée. Et l'idée ici, ça va être de se dire, donc ça, c'est le suivi des dépistages Covid. Hein, donc on sort du Covid, hein, on espère en tout cas. Et l'idée de ce tableau de bord, c'était pour le directeur du CHU de pouvoir prédire ou anticiper les différentes vagues. Donc là, typiquement, je ne voyais pas très bien. Donc là, j'ai la possibilité de passer en mode plein écran. Et ce mode plein écran, j'ai encore la possibilité de masquer un des indicateurs de façon à faciliter ma lecture. Donc là, je vais être capable de vraiment comparer mes deux courbes, ce qui était pas très facile auparavant. Donc là, j'ai un nombre de tests positifs calculé par le gouvernement, donc la courbe verte, et le nombre de tests positifs qu'ils ont recensés dans ce centre hospitalier, qui est la courbe rouge. Voilà. Et puis, on a apporté des améliorations. C'est-à-dire que là, vous avez les données qui composent ce graphique. Donc là, si je me mets sur 2021, ben, je vais avoir les données jusque juin avec les indicateurs, la valeur des indicateurs. Voilà. Et je peux copier, par exemple, ma sélection, ouvrir une feuille Excel. Je vous montre en même temps ma feuille Excel. Et voilà. Et donc là, j'ai été capable de copier mes données directement depuis mon petit tableau. Donc ça, très, très appréciable aussi en termes de productivité et pour les utilisateurs qui ont besoin d'aller chercher ces données. Ensuite, là, je vais cliquer ici. Donc ça, c'est toute l'interactivité qu'on apporte. Vous voyez, je clique ici et hop, ça m'affiche ce tableau. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, je suis en 2020 forcément parce que j'ai tapé sur novembre 2020. Donc là, je vais avoir non plus des données agrégées, mais des données de détail. Donc ça va me permettre, typiquement, de faire un tri. Alors, je veux connaître le nombre de tests totaux. Donc, juste en faisant un clic, je vais pouvoir faire un tri ascendant ou descendant. Et là, avoir le jour où j'ai fait le plus de tests. Ensuite, je peux faire la même chose sur la positivité. Et ça, c'est une amélioration qu'on va porter dans la release qui va sortir à la fin du mois, qui est la possibilité d'avoir une barre de progression dans le tableau directement. Et puis, je vais tous les tests quand j'ai eu plus de 200. Voilà. Donc là, le nombre de tests positifs, vous avez vu un filtre instantané, juste en sélectionnant, en rentrant la donnée qui m'intéresse. Voilà. Je vais pouvoir fermer ça. Voilà, c'est une pop-up. Et cette pop-up, eh ben, je peux la fermer. Et puis après, je peux continuer à naviguer dans mon rapport. Donc là, je vais avoir mes deux tuiles, donc qui me donnent le nombre de tests positifs depuis le début et le nombre de tests effectués total dans cet hôpital. Attention, on est bien local à un hôpital. Et ensuite, j'ai ma jauge, et ma jauge, elle me nomme le nombre de tests par semaine en moyenne positifs. Voilà, juste à côté, pour la semaine à laquelle on se trouve. Ensuite, je suis ici, et là, c'est encore pour vous montrer l'interactivité, c'est-à-dire que je me positionne sur l'année 2020, je me positionne sur un numéro de semaine, donc là c'est en anglais, c'est le 4 mai au 10 mai, hein, mais ça devrait être en français, c'est parce que notre plateforme est en anglais que les dates s'affichent en anglais, hein, ne vous inquiétez pas, sur votre plateforme ça s'affichera comme vous le souhaitez. Et ensuite, je vais pouvoir me balader avec ce petit curseur et puis regarder semaine 36, je peux mettre semaine 42. Donc là, j'avais une tendance, oula, donc là, semaine 42, attention, ça commence à pu être très bon. Donc là, je suis entre le 12 et le 18 octobre. Semaine 43, voilà, je vais pouvoir. Donc, et là, oui, là, j'ai dépassé complètement les stats. Donc là, je suis vraiment critique. Et c'est là où on était au plus fort de la vague hein, d'octobre-novembre. Voilà. Voilà pour là. Donc, je vous propose maintenant de passer à un autre tableau de bord. Donc, on reste dans le domaine médical, mais je trouve intéressant de vous montrer vraiment ce que les utilisateurs font. C'est parce que nous, on fait, c'est bien, mais avec des données de démo, c'est pas toujours très parlant. Là, on a vraiment des données concrètes et on est capable d'appréhender vraiment l'utilisation réelle qui est faite par nos utilisateurs. Donc là, ici,
on va être sur le suivi de la vaccination au CHU. Bon, vous avez le nom du client, hein, CHU de Saint-Étienne. Et typiquement, je peux regarder sur AstraZeneca. Donc, bon, AstraZeneca, on sait que ça n'a pas été le grand rush. Hein. Donc, on voit qu'il y en a eu un moment un peu plus. Et vous avez vu, juste en cliquant sur mon bouton, là, j'ai pu sélectionner toutes les données. Et voilà. Oh, là, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'il ne se passe plus rien, en fait, ici. Donc, c'est quand même étonnant. Ça veut dire qu'entre mai et juin, j'aurais plus rien eu. Hop. Et puis, vous voyez, donc là, le graphique va s'adapter automatiquement à mes données. Donc, il va recalculer les valeurs pour pouvoir faire en sorte que ça ait du sens dans ce que j'affiche. Donc, voilà. Et puis, je vais pouvoir cliquer là. Donc, ça, c'est du Webi natif. Hein. On met un petit sigle, enfin un lien intradocument. Et puis, on va pouvoir aller se balader dans un autre rapport. Donc, ici, on a nos tuiles, hein, donc le nombre d'agents vaccinés au sein du CHU, avec la première injection, la deuxième injection. Il y en a même comme une troisième, dis-nous. Et puis, on regarde là où on en est. Donc, on est bien dans la première injection. Dans la deuxième injection, on est encore un peu limite. Et puis voilà. Donc, après, on peut regarder par type de vaccin. Et par type de vaccin, ce qui va être intéressant, par exemple, c'est de regarder sur les 1400, il y en a 97 du pôle RH-soins qui ont été validés, qui ont été vaccinés. Et puis de la DRH, j'en ai 5, etc. Et avec ce composant-là, vous avez vu, facilement, je suis capable d'aller analyser ma donnée. Voilà. Après, on peut passer sur autre chose. Et puis, on aura les données qui vont bien. Voilà. Donc, là, si je reprends la même chose, j'en ai 250. Et sur là, forcément, j'ai beaucoup plus de vaccinés. Et maintenant, ce qui m'intéresse, ou ce qui intéresse le directeur de l'hôpital, c'est de savoir où il en est, mais de le voir différemment. C'est-à-dire qu'on a du personnel médical, PM, et PNM, personnel non médical, et on veut savoir le taux de vaccination global et l'isoler suivant le type de personnel. Donc là, je vois que pour ma première injection, je suis à 55%, à ma deuxième, à 43%. Et je peux faire le distinguo avec ma petite vague, là, si vous voyez, une petite animation. Donc ça, on aime bien ces petits composants qui sont animés et qui permettent de donner du relief à vos rapports et d'attirer l'œil. Voilà. Maintenant, je vous propose d'aller voir un autre rapport. Mais avant cela, on a une petite nouveauté. Donc, on vous a dit qu'on était partenaire SAP, mais on est un peu plus que ça. On collabore vraiment avec SAP et SAP collabore vraiment avec nous. Et du coup, on a décidé de vous faire une petite démo de la version 4.3 SP2, donc qui sortira au mois de décembre, hein, sous toute réserve. C'est la date qui est annoncée aujourd'hui, sauf si je ne m'abuse, mais l'idée, c'est de vous montrer que notre produit est compatible aussi avec cette version. Donc, on a travaillé avec SAP pour faire en sorte que ce soit le cas, en tout cas, parce qu'on avait nos éléments de navigation. Donc, ce que vous pouvez voir ici, les cases, la liste déroulante ici, le menu bouton, hein, qui est une nouveauté de cette année, hein, sont bien intégrés et fonctionnent bien. Donc, moi, je vous propose d'aller se balader un peu en France. On peut aller, par exemple, en Bretagne, et puis on va aller lire les données pour la Bretagne. On va passer un peu sur le type de données. Hein, voilà. On a fait ça pour nos amis de la Gendarmerie nationale. Hein. C'était un POC, c'était pour montrer les fonctionnalités du produit. On va plus se focaliser sur les fonctionnalités du produit. Typiquement, ici, là, je vois bien qu'en mars-avril et en novembre, j'ai des données qui sont bien plus basses parce que ce sont des données réelles. Et donc, on voit que c'est l'effet des confinements qui font qu'il y avait moins d'accidents sur les routes. Voilà. Et puis après, je peux changer de région. On peut aller se balader, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine. Et puis en Nouvelle-Aquitaine, là, je vois que c'est une région qui est plus importante en termes d'habitants, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de départements et beaucoup plus de surface. Donc, on a forcément des indicateurs en hausse. Mais on peut aussi aller au niveau d'un département. On peut aller sur la Gironde, par exemple,
Et puis là, on va pouvoir aller analyser les données pour ce département. Ensuite, on peut s'intéresser aux individus, c'est-à-dire qu'on va regarder combien de personnes étaient impliquées, etc. Et puis, on va pouvoir aussi regarder la causalité. Donc, ouais, vous voyez, en fait, ce petit menu, il va me permettre, plutôt que d'utiliser des onglets Webby, de rester sur le même rapport, de faciliter la prise en main du tableau de bord par un utilisateur de façon à ce qu'il voit bien et que ce soit évident pour lui qu'on puisse cliquer ici et ensuite se déplacer dans de la donnée ici et avoir les données de détail. On va retourner sur un élément régional parce que ça donnera un petit peu plus de données, en tout cas. Et donc, ici, ce sont la bouteille et le tachymètre, là, ce sont le même composant. Ce même composant, c'est une jauge, et cette jauge, elle va nous permettre de décliner l'élément autant qu'on le veut. Voilà. Je vais passer rapidement parce que je vois que le temps passe très vite et on a encore pas mal de choses à vous dire. Mais donc là, on a une carte de France. La carte de France, comme je vous l'ai montré, elle est cliquable. On peut sélectionner ici et interagir ici. Et puis après, on a un bubble drillable. Et dans ce bubble drillable, je vais pouvoir vraiment afficher une dimension et plusieurs indicateurs de façon vraiment très facile et très, très visible surtout. Voilà. Et là, on a la possibilité de driller encore dans la donnée de façon à explorer toujours et encore les données. Je vais quand même finir par ça pour vous montrer qu'on on est français, on est un éditeur français et du coup, on a les 36 000 communes de France qui sont représentées. Et quand vous achetez notre produit, vous allez forcément vous accéder à tout cela. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi poser de l'indicateur avec vos codes INSEE sur une commune, par exemple. Voilà. Et là, toujours mon petit clic qui me permet d'en savoir plus sur les données de la commune. Et un petit dernier, et c'est un peu de temps à Hugues qui a encore un peu de choses à nous dire. Donc là, je vais passer. Donc là, je fais un peu. Il faut que je réduise un peu mon zoom. Voilà. C'est ici que je voulais réduire surtout. Et donc, je suis sur ma carte de France. Je suis dans Google. Donc là, vraiment, je me balade comme vous pouvez le faire sur Internet. On est dans Google exactement. Je peux cliquer sur toutes les stations fermées, par exemple. Voilà, et là, ça me filtre directement sur toutes les stations opérationnelles. Et je vais aussi pouvoir faire un filtre lasso. Donc là, si je veux pouvoir, hop, hop, et voilà, là, je vais faire un filtre lasso. Et ça va me sélectionner l'endroit, donc me sélectionner vraiment mon lasso. Et je vais pouvoir voir, typiquement, ici, ma station Vélib, derrière mes voitures. Et là, on a mis un petit graphique de type Sparkline qui me permet de voir en fonction de l'heure quelles sont les disponibilités des vélos électriques et mécaniques. Donc, j'en ai fini pour cette partie. On va revenir à notre présentation. Donc, on vous a montré ce qu'on avait même mis comme nouveauté. Hein. Donc, comme Hugues l'a dit, on sort une release tous les fins de trimestre. Donc, on en est à la 3e release majeure avec des nouveaux composants. Depuis le début de l'année, on communique avec des newsletters. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous laisser votre adresse et on vous enverra la newsletter de façon à ce que vous soyez informés des nouveautés. On va faire un petit zoom sur l'architecture. Donc, l'architecture, aujourd'hui, on vous propose du cloud et du on-premise. Aujourd'hui, beaucoup de nos clients sont on-premise car BO et on-premise, hein, mais on est capable de faire du cloud. On a des clients dans le cloud pour qui ça se passe très bien. Notre architecture, elle peut être déclinée sur un serveur dédié à Need for Speed. Le serveur, il n'a pas besoin de beaucoup de ressources, donc la majorité des clients le déploient sur le même serveur que BO, ou les mêmes serveurs que BO si vous en avez plusieurs. Et on est compatible Linux et Windows.
En termes de roadmap, aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, on a sorti une release tous les mois, une majeure toutes les fins de trimestre. Et donc, jusqu'au mois de décembre, on en aura une prochaine majeure avec un graphique qui reste encore à définir pour l'intégration dans cette release. Et ça va dépendre de ce que nos clients vont nous demander, parce qu'on est vraiment à l'écoute de nos clients et c'est ce qui nous intéresse, c'est d'intégrer le graphique qui va vraiment être utile au plus largement possible. En termes de l'année prochaine, on va travailler sur l'offre SAC, de façon à pouvoir intégrer également des graphiques dans SAC, SAP Analytics Cloud, donc la plateforme analytique de SAP, en public en tout cas. Et il y a la version Private Cloud Edition qui va prendre le relais dans les plans de la 4.3. Donc, nous avons déjà une version cloud, donc on est déjà compatible. Vous pourrez vous connecter à cette version cloud et nous sommes en train de regarder avec nos amis d'SAP pour éventuellement intégrer notre produit directement avec cette offre. Voilà. Donc, je vais laisser la main à Hugues, parce que c'est plus à mon tour maintenant. Belle démo et beau complément d'information sur tout ce qui est techno et roadmap. Donc, vous voyez, on a une solution vraiment dynamique et aujourd'hui qui évolue. Ça, c'est important. Une solution française avec plus de 100 000 utilisateurs. Et on a un côté agile, proactif et à l'écoute également de nos utilisateurs. C'est intéressant de le souligner. Agile, pourquoi je prends un exemple. On a un grand nom de l'énergie en France qui nous a demandé si on pouvait représenter comment dire, la donnée au travers d'un organigramme. Voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et qu'on va mettre en place. Proactif et collaboratif. Parmi ces plus de 100 000 utilisateurs, on a de nombreux fans qui, au travers de leurs REX, partagent leurs souhaits et suggestions au sein de la communauté Need for Biz et font vivre un petit peu l'évolution de la solution et vont l'orienter par rapport à ce qu'ils ont besoin et leur retour d'expérience. Et en ce sens, on a mis en place, en plus de la communauté Need for Biz, on a mis en place un labo qui est disponible également sur notre plateforme de démo. Vous avez disponible en accès libre, pardon. Elle permet de suivre un petit peu notre roadmap, mais surtout ce à quoi on pense avec cette communauté. Et notamment, on le voit, on est en train de mettre en place des routes de dépendance, des heatmaps, du PinPy, encore le Raster Map qu'on voit. Donc, on a un composant dynamique qui va se rafraîchir au fil de l'eau, ou encore du GeoSeason qui permet de représenter, avoir une représentation parcellaire. Voilà, tout ça, ça vit et c'est ultra dynamique et pour enrichir en fait nos maps. Non, c'est bon, tu peux y aller. Merci. Et du coup, on passe à la slide suivante. Voilà, c'est pour vous présenter un petit peu tout notre écosystème qui vous accompagne tant sur la prise en main, les tests, les ressources disponibles. On l'a évoqué, on l'a vu, le catalogue, donc avec cette approche d'export HTML dynamique. On a des démos également, il suffit de venir là sur le petit bandeau, pareil sur notre site web et PIM, vous pointez directement sur notre plateforme, vous allez pouvoir remanipuler encore de façon plus approfondie l'ensemble du catalogue de nos composants, jouer avec. Sur demande, on peut également offrir une plateforme personnalisée qui va vous permettre de tester avec vos propres données, donc d'ingérer vos propres données et d'aller manipuler la solution in situ sur notre plateforme. On a une documentation dynamique online, bien entendu, qui est bien étoffée, et puis on offre un support éditeur avec beaucoup de proximité. Voilà, on va passer à la dernière slide pour juste pour discuter un petit peu des communications. Donc là, on a pris comment dire, on a pris un nouvel essor et on va communiquer énormément. La communication, donc je l'ai évoqué en introduction, c'est le premier webinaire éditeur qu'on organise aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois d'être présent. Je vois qu'il y a pas mal il y a plus de 40 participants là, donc c'est chouette. On a été présent au salon du Big Data il y a quelques semaines maintenant. On a eu beaucoup d'échanges et beaucoup de, comment dire, de use cases à évoquer. Ça a été très enrichissant, notamment sur ces approches de décommissionnement que j'ai évoquées. On était présent il y a quelques jours au salon de l'USF sur Lille.
Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, dont pas mal de communication par rapport à les nouvelles versions. On a évoqué la roadmap. Je voudrais juste revenir sur ces montées de version et le change management dont on a parlé tout à l'heure. C'est important et on a pas mal de réflexions et de clients qui nous sollicitent aujourd'hui pour dire, bah voilà, comment je fais en sorte de monter de version. Alors, ce n'est pas nécessairement la dernière qui va sortir, hein, et puis faire en sorte qu'en montant de version, faisant cet upgrade, je ne perds pas des utilisateurs. On sait que l'adhésion des utilisateurs, c'est primordial. C'est eux qui vont utiliser la solution, qui vont générer de l'usage. Et en montant de version, en fait, on va avoir des interfaces qui changent, un nouveau portail, etc. Et on risque de perdre effectivement des utilisateurs. Et beaucoup de clients se disent, bah, tiens, en fait, on va faire une montée de version et conjointement, on va apporter une nouvelle richesse en fait, à la plateforme au travers des composants Need4Speed. Donc, ça peut être un sujet de réflexion également. Voilà. J'en ai fini pour ma part. Je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ce qui est passé sur le chat. Et puis, on est dans le timing excellent. Donc, on va garder 5-10 minutes de questions-réponses. Alors, la première de Michael, bonjour, est-ce que les composants Need4Viz peuvent coexister avec les composants historiques BO sur la même page? Alors, c'est une très bonne question et tout à fait, oui, oui, en fait, vous pouvez même transformer un graphique BO en graphique Need4Speed. Donc, oui, oui, il y a bien coexistence sans aucun problème d'un composant Webby natif avec un composant Need4Speed. Question incontournable, quel est le pricing de la solution? Alors, le pricing de la solution, il est basé sur le nombre de licences SAP BI que vous avez. Donc, c'est-à-dire que ça va dépendre du nombre de licences simultanées et du nombre de licences nommées. Si vous êtes dans un autre mode de pricing, on est capable de faire, ne vous inquiétez pas. Et en fonction de ça, vous avez deux offres possibles, soit une offre découverte avec 10 composants, soit une offre complète avec tout ce qu'on vous a montré. Et voilà. Et en fonction de ces deux éléments, vous aurez un prix pour la solution on-premise ou pour la solution cloud, suivant l'orientation que vous choisirez. Une autre, merci Jérôme, est-ce qu'on peut exporter au format PDF, voire Excel? Donc, on rejoint un petit peu la première. On peut exporter tous les documents tels que, comme on peut le faire dans Webby. Donc, on peut tout à fait exporter des documents Webby qui contiennent des éléments Need4Viz au format PDF et Excel. Il faut savoir que, comme pour les éléments Webby, les graphiques seront sauvegardés en tant qu'image, donc ils perdent dans l'interactivité. Voilà. Et Je vois une autre question. On nous demande en termes de RAM, il faudrait prévoir combien au minimum pour que les visualisations et la navigation soient assez fluides. En termes de RAM, nous, on recommande 2 CPU 4 Go. Donc, si on déploie un serveur à part, 4 Go, c'est largement suffisant. Sur un serveur BO, 2 Go de RAM, ça permet tout à fait de faire fonctionner de façon fluide les éléments. Donc, voilà. parfait. Quelle est l'incidence lorsque je migre de version? Ça bien. Alors, effectivement, on a une seule ligne de code, donc on a un seul produit, donc pour la version 4.2 et la version 4.3. Donc, vous pouvez faire évoluer indépendamment SAP BI ou Need4Viz. Les deux ne sont pas liés. Quand vous installez on-premise, c'est installé dans un répertoire dédié et c'est pas intrusif dans l'installation de BO. Donc, il n'y a aucun problème pour gérer les montées de version d'un côté ou de l'autre. Ok. Merci Jérôme. On a fait le tour des questions. N'hésitez pas, il nous reste 1 minute. Peut-on faire des découpages personnalisés sur les régions sur la carte de France? Tout à fait. En fait, ça, c'est une offre qu'on offre.
C'est-à-dire que vous allez être capable, vous pouvez intégrer vos propres cartes. C'est-à-dire que on a un service, soit vous nous donnez la carte que vous voulez intégrer, soit vous la prenez en charge et vous pouvez, chaque client peut avoir ses cartes personnalisées. On a un client qui peut intégrer 100 cartes, c'est au Danemark d'ailleurs, et ils ont les municipalités par quartier pour pouvoir exploiter de la donnée. Donc c'est tout à fait possible, effectivement. Et donc, lorsqu'on filtre sur un composant N4V, est-ce que cela filtre aussi sur le composant BO historique? Oui, on a des liens d'éléments. Donc, les liens d'éléments qu'on a vus tout à l'heure, ils permettent effectivement de créer cette interaction entre les composants. Super, merci. N'hésitez pas, hein, il nous reste un petit instant. En tout cas, merci encore pour votre présence. Et puis, comme j'ai indiqué, le replay sera fourni très prochainement, donc n'hésitez pas pour approfondir, pardon, à nous solliciter, moi, Jérôme, en tout cas toute l'équipe, pour avoir des compléments d'information, des démos, avoir accès à la sandbox, avoir une cotation également. Et puis, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site où on offre le catalogue dynamique, l'accès à la démo, etc. Une dernière question, Dernière question. qui est une question importante. NKV est compatible avec la version actuelle de la 4.3 ou faut-il attendre le SP2? N4V est compatible en tout point avec la version 4.3. Dans la version SP2, donc ce qui n'est pas encore opérationnel et qui le sera avec le SP2, comme je vous l'ai montré, c'est l'interactivité, c'est les listes déroulantes, les cases à cocher, les radio-boutons, etc. Là, il faut encore se servir des contrôles d'entrée BO pour réaliser ça. Mais une fois que vous êtes passé en SP2, là, vous avez l'intégralité qui est bien opérationnelle. Voilà. Ok, on va passer sur le dernier slide du coup avec nos coordonnées. Exactement. Et puis n'hésitez pas, s'il y a encore des questions qui courent, sinon on reste disponible, bien entendu. Et puis encore un grand merci pour votre présence et puis n'hésitez pas à nous suivre. En tout cas, il y aura pas mal de coms qui vont arriver, beaucoup de nouveautés aussi. Et puis vous l'avez vu, la solution, elle est dynamique et elle vit pas toute seule dans son coin. Elle vit avec toute une communauté, avec nos utilisateurs et tout ça orienté par l'usage. N'hésitez pas en tout cas. On vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.